Bonjour à tous et à tous et bienvenue à ce webinaire à Rendez-vous CoPro qui porte sur l'installation d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques en copropriété ou l'installation d'une IRVE en copropriété. C'est un événement porté par l'Agence parisienne du climat et je suis Tania Raoubelina, chargée de mission et d'accompagnement des copropriétés dans le 13e arrondissement à l'Agence parisienne du climat. Euh, Pour aujourd'hui, on a un plan assez dense, car on a trois intervenants. Euh, je vais d'abord commencer par présenter par l'Agence parisienne du climat et le réseau Coach CoPro. Le réseau Coach CoPro. Ensuite, je vais passer la parole à Enedis, qui va parler de l'IRVE. Et on va enchaîner par la suite par Watt, qui va présenter le projet d'installation d'IRVE en copropriété. Et pour finir, il y aura Electromob qui présentera le réseau électrique auto. À la fin, on prendra quelques exemples de projets réalisés et combien cela coûte à l'utilisation. Pour rappel, le support de présentation vous sera transmis dans les jours qui suivent le webinaire. Pour rappel, pour tous les participants en dehors des hôtes, les webcams, les micros ne sont pas activés. Vous pouvez poser vos questions dans l'onglet Q&A juste en bas. Évitez au maximum de mettre sur le chat pour que nous puissions avoir les réponses, pour que nous puissions répondre à toutes vos questions de manière uniforme. Et pour rappel, ce webinaire est enregistré. Cet enregistrement a pour but de vous permettre de revisionner le replay sur notre chaîne YouTube. Vous ne serez pas enregistré car votre caméra et votre microphone seront coupés et vos questions seront posées dans l'onglet QR et les questions qui sont posées dans l'onglet QR ou chat ne seront pas visibles lors du replay. Pour commencer, je vais présenter l'Agence parisienne du climat et l'outil Coach CoPro. L'Agence parisienne du climat, c'est un acteur opérationnel du territoire qui met en œuvre en fait les plans climat de la ville de Paris et de la métropole du Grand Paris. Nous sommes également le guichet unique de la rénovation énergétique à Paris. L'Agence parisienne du climat fait partie du réseau des espaces France Rénov, qui est le service public de la rénovation de l'habitat. Et nous sommes également l'Agence locale de l'énergie et du climat à Paris. Nous menons de nombreuses actions tout au long de l'année sur les enjeux environnementaux de la ville dense, du bâti et de l'énergie, tant en matière d'atténuation que d'adaptation au changement climatique. Dans notre travail au quotidien, on utilise l'outil Coach CoPro, qui est accessible également à toute personne qui se trouve à Paris, en Île-de-France, en dehors de l'Île-de-France. Sur l'outil Coach CoPro, vous allez retrouver des ressources sur tout ce qui concerne la rénovation énergétique. Sur tout ce qui concerne la rénovation énergétique. Vous allez également retrouver des exemples de copropriétés rénovées. Et à la fin, vous allez retrouver notre annuaire pour trouver les professionnels pour les travaux, pour les études en copropriété en Île-de-France. Ça ressemble en gros à ça, si vous voulez. Les rendez-vous copro, en fait, c'est des rendez-vous mensuels avec des thématiques différentes chaque mois autour de la rénovation énergétique. C'est pour vous donner, en tout cas, toutes les clés pour se lancer ou avancer dans le projet de rénovation énergétique. Pour retrouver toutes ces informations-là, vous pouvez vous connecter vous pouvez vous rendre sur notre site internet et regarder sur l'onglet Agenda. Ensuite, les replays de ce webinaire, les replays en fait sont accessibles sur notre chaîne YouTube quelques jours après leur diffusion. Maintenant, je vais laisser place aux intervenants. Pour rappel, on a trois intervenants aujourd'hui. Il y a Enedis, Watt et Electromob. Pour commencer, je vais laisser Enedis présenter les installations de recharge de véhicules électriques. Bonjour à tous. Je vais me présenter, Gwenella Mané, je suis chef de projet au niveau du raccordement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques
dans Paris, chez Enedis. Donc, au niveau d'Enedis, on est une entreprise gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Et donc, nous, on s'occupe notamment de tout ce qui est raccordement. Et plus spécifiquement, sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, on va parler du raccordement des IRVE, on appelle ça, donc l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques. À savoir que du coup, en France, aujourd'hui, on a 8,4 millions de places de parking dans 236 000 résidences et 6% sont équipés d'une infrastructure collective dédiée à la recharge. Dans Paris, pour le coup, on vous a fait un zoom par arrondissement. Et donc, on aurait plutôt déjà 1500 installations en service aujourd'hui, avec un ratio sur le nombre de places identifiées par arrondissement, des arrondissements qui sont plus en avance que d'autres sur ce sujet des raccordements. Euh, Concernant le cadre législatif et réglementaire, l'idée c'était un petit peu de vous brosser l'évolution des différentes lois et décrets qui ont eu lieu sur ce sujet des solutions collectives pour les copropriétés. Donc en décembre 2019, vous avez eu la loi LOM, l'orientation des mobilités, qui a autorisé le raccordement direct des opérateurs pour permettre de proposer un service de recharge incluant une solution collective. Ensuite, en 2021, vous avez eu la loi climat et résilience qui fixe l'objectif de neutralité carbone de la France à l'horizon 2050 et qui introduit également ce qu'on appelle un mécanisme de préfinancement pour les copropriétaires sur la partie recharge de véhicules électriques. Ça, c'est également arrivé sur la partie préfinancement en 2022 pour la partie opérateur privé. Et enfin, le décret d'application pour la partie solutions collectives publiques est arrivé également 2 mois plus tard en 2022. Enfin, en 2023, vous avez 2 arrêtés ministériels qui fixent les valeurs des quotes-parts, la puissance de référence et le taux d'équipement à long terme de 70%. Donc, je vais vous présenter les solutions collectives qui existent, qui sont pour des parkings intérieurs et extérieurs. Donc, côté Enedis, on accompagne toutes les démarches, quelle que soit la solution choisie par la copropriété. Donc, vous avez la solution opérateur privé, qui en fait, côté Enedis, nous, on va venir raccorder au niveau d'un compteur dans l'immeuble un opérateur privé. Et ensuite, c'est l'opérateur privé qui va tirer la partie infrastructure collective, ou ce qu'on appelle également colonne horizontale, jusqu'à la borne de recharge. Vous avez une deuxième possibilité, c'est le réseau électrique auto. Donc là, c'est la solution publique où Enedis arrive jusqu'à la place de parking. Et donc, on installe un compteur Linky sur chacune des places de parking qui souhaitent s'équiper. Et ensuite, vous pouvez choisir votre fournisseur sur ces places de parking. Que ce soit la solution opérateur privé ou le réseau électrique auto, elles sont du coup éligibles au dispositif de financement. Et donc, elles permettent à la copropriété d'avoir un reste à charge nul hors travaux, ce qu'on appelle annexes. De manière un petit peu plus précise sur la partie opérateur privé. Donc, côté opérateur privé, on a une borne de recharge qui est installée par l'opérateur sur votre place de parking. C'est ce qu'on voit en bleu foncé sur le petit schéma à gauche. Vous avez l'infrastructure collective qui est installée par l'opérateur. Donc, ça, c'est la partie bleu ciel qu'on voit sur le petit schéma. Et vous avez la partie installée par Enedis qui est en vert pour alimenter l'infrastructure collective avec un compteur. Je laisserai après les opérateurs détailler, mais il peut préfinancer ces travaux de l'infrastructure collective. Il peut également faire appel à Logivol Territoire pour ce préfinancement, ou la copropriété peut également décider de financer par ses propres moyens l'installation. Concernant le process, donc ce sont des solutions qui se votent en assemblée générale. La copropriété signe un contrat avec l'opérateur choisi. Et ensuite, à la demande de l'opérateur, Enedis installe ou plusieurs points de recharge, points de livraison, pardon, pour alimenter cette infrastructure. Sur la partie réseau électrique auto, du coup, je peux passer. Hop, voilà, merci. Donc sur la partie réseau électrique auto, donc vous avez toujours votre équipement individuel qui est sur votre place de stationnement avec une borne ou une prise renforcée. Donc ça, c'est installé par un électricien agréé ou un mandataire. Ce n'est pas dans le périmètre d'Enedis.
Et vous avez également votre compteur Linky sur votre place de parking. Ensuite, vous avez l'infrastructure collective qui part cette fois-ci du compteur Linky jusqu'au réseau de distribution publique qui est installé par Enedis. Et vous avez également des dispositifs de préfinancement donc, qui sont avancés par Enedis dans le cas du réseau électrique auto si le périmètre de desserte est supérieur à 70%. C'est-à-dire que si vous avez 100 places de parking, il faut à minima qu'on ait 70 places qui soient concernées par cette infrastructure, hormis quelques travaux spécifiques à réaliser, comme par exemple la pose de pavés ou la création de terre de l'immeuble qui ne sont pas préfinançables dans cette solution. La copropriété peut également décider de financer cette infrastructure collective. Donc là, on est aussi sur le principe d'une assemblée générale. Donc, il doit y avoir un vote en AG avec la présentation du réseau électrique auto et la présentation d'une solution opérateur privé. Et une fois que cette partie est votée, ensuite, on doit recenser l'ensemble des copropriétaires qui veulent une borne de recharge. Et puis ensuite, les travaux peuvent démarrer et vous pouvez installer votre borne de recharge par un électricien agréé sur votre place de parking. Voilà pour la partie Enedis. Merci Gwenella. Je passe maintenant du coup à, à Watt, le projet d'installation d'IRVE en copropriété. Merci beaucoup. Donc bonjour, bonsoir. Je suis Nicolas Bedouet, je représente la société Watt. Je suis ingénieur commercial dans cette société-là que j'ai intégrée il y a maintenant 6 ans. On est présent sur un maillage national euh, pour pouvoir proposer des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques. Donc le but, c'est de prééquiper les parkings et surtout d'accompagner syndics, copropriétaires, copropriétés et conseils syndicaux sur l'anticipation et se prémunir justement face au droit à la prise qu'on va évoquer dans cette partie de réglementation. Si vous pouvez passer à la slide suivante. Je vous remercie. Donc pour introduire le droit à la prise, il a été mis en place il y a quelques années maintenant par le gouvernement. Pour résumer, chaque occupant d'un immeuble collectif, propriétaire ou locataire, peut faire valoir ce droit pour pouvoir installer une borne de recharge sur sa place de parking. Dès réception, le syndic ou le bailleur, par exemple, dans le cas d'un locataire, a alors 3 mois pour répondre à cette demande et surtout l'analyser. On va préciser à la slide suivante les prérequis. Voilà, donc le demandeur, quand il veut faire valoir ce droit, il envoie par courrier recommandé avec quelques pièces jointes, notamment le plan d'installation avec un schéma de raccordement, également la description détaillée des travaux et le type de borne installée. Le devis aussi doit être en pièces jointes et également effectuer un bilan de puissance pour confirmer la capacité disponible sur les infrastructures de la copropriété. Dès réception, le syndic et le conseil syndical ont conjointement 3 mois pour saisir une assemblée générale ou pour analyser le dossier, pour pouvoir notamment s'y opposer, sachant que c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a très peu de motifs possibles. Il faut prouver que, en termes de motifs légitimes, que le projet compromet la sécurité de la copropriété, ou alors qu'il y a une impossibilité technique avérée, donc il faudra faire une contre-étude, ou alors que le projet collectif, qu'il y a un projet collectif pardon, qui est en cours ou qui est déjà voté, euh, pour pouvoir prééquiper justement la copropriété qui n'est pas forcément prévue pour accueillir des bornes. Et donc sans opposition légitime, l'installation sera possible et de plein droit. Et on va voir juste après ce que ça engendre. Si vous pouvez passer à la slide suivante. Merci. Donc le droit à la prise, il va générer 2 types d'installations. Dans la majorité des cas, ça va être un raccordement sur les services généraux, dont la puissance disponible est très limitée, donc vous pourrez peut-être mettre une borne, voire deux. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, une borne, c'est à peu près la puissance d'un petit appartement. Le compteur de votre immeuble n'est pas forcément prévu pour ça, sachant que vous avez d'autres installations qui sont raccordées, notamment les ascenseurs, les éclairages, toutes les parties communes. Donc il y a des risques de faire disjoncter ces parties communes lorsque le dimensionnement n'est pas suffisant. Et il y a aussi des contraintes de refacturation des consommations, étant donné qu'un sous-comptage sera nécessaire pour savoir qui a consommé quoi, et donc une régularisation charge à faire par le syndic. Également, les raccordements depuis son appartement. Donc ça, c'est la deuxième option du droit à la prise, qui est, elle, déconseillée par les services de secours, les pompiers.
notamment pour les interventions dans les sous-sols si jamais il y a un départ d'incendie ou autre. Il y a également le passage des câbles par les parties communes pour descendre du 5e étage vers le 3e niveau de sous-sol. Vous imaginez bien qu'il faut percer des dalles, il faut faire tout un tas de travaux. Et souvent, ces installations ne sont pas éligibles aux aides et primes de l'État, et donc très coûteuses pour l'utilisateur. On est sur une moyenne à peu près qui oscille entre 1500 et parfois 3 000 à 4 000 euros pour ce type d'installation, selon la configuration des lieux et le type de borne choisi. Voilà, je vous remercie. Ensuite, il y a un autre point réglementaire, notamment pour accélérer la transition vers la mobilité électrique, qui est la LOM, Loi d'orientation des mobilités. Ici, elle précise que le syndic doit inscrire à l'Assemblée générale de la copropriété le sujet lié aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques, en y mentionnant donc, en annexant pardon, les devis concernant ces infrastructures collectives et les offres de raccordement proposées par des opérateurs comme Watt, par exemple, ou encore la solution réseau électrique auto, présentée aujourd'hui par Enedis et mon confrère. Également, pour faciliter le vote de ces infrastructures collectives, la LOM précise que ces offres-là se votent désormais à la majorité simple, soit en article 24, majorité des présents est représentée, pour pouvoir faciliter fortement les projets de prééquipement collectif et donc éviter les contraintes liées au droit à la prise dans votre copropriété. Ensuite, elle précise également des obligations d'équipement, notamment pour les bâtiments neufs ou faisant l'objet de rénovations importantes. Elle précise que 100% des places doivent être prééquipées, donc c'est-à-dire que le cheminement doit être créé sur les parties communes et qu'il doit y avoir des solutions pour raccorder ces bornes de recharge sur des tableaux électriques sur la copropriété. Et également pour les bâtiments existants, là il n'y a pas d'obligation, mais la LOM encourage fortement les solutions de prééquipement collectif dans les copropriétés. La LOM préconise donc des solutions comme les IRVE clés en main, proposées et financées par des opérateurs ou encore un tiers investisseur tel que Logivolt. Logivolt, pour vous présenter le sujet, ce sont des fonds qui sont liés notamment à la Caisse des dépôts et consignations, qui va permettre de préfinancer ces installations de manière à ce que les personnes qui ne veulent pas de borne ne payent pas. Et donc ces solutions-là sont sans appel de fonds pour le syndicat des copropriétaires. Et ensuite, en autre solution, il y a les compteurs individuels facturés aux utilisateurs, comme la solution réseau électrique auto, qui va être détaillée tout à l'heure. Et pour synthétiser, le droit à la prise, du coup, donne un droit individuel à tous les occupants, et il est quasi automatique dès lors que quelqu'un fait valoir ce droit. Il est très difficile de s'y opposer. Et donc, l'idée ici, c'est justement d'anticiper ces futures demandes. Et ensuite, il y a la LOM qui, elle, facilite la mise en place de projets collectifs et simplifie le vote et l'institutionnalise pour le sujet IRVE en Assemblée générale. À titre de comparaison, ici, donc, on voit donc, le droit à la prise versus l'infrastructure collective. Pour le premier, le vote en Assemblée générale ici n'est pas nécessaire puisqu'il s'agit d'un droit à faire valoir par courrier recommandé et qui a un délai de contestation de celui-ci qui est de 3 mois. Là où côté infrastructure collective, il se vote à la majorité simple, article 24. Pour ce qui est du coût pour la copropriété, le droit à la prise engendre très souvent une augmentation des charges communes, notamment lorsque votre compteur nécessite une augmentation d'abonnement, parce que sur tout compteur, vous payez un abonnement pour l'accès à l'électricité. Et côté infrastructure collective, l'installation et aussi la recharge des utilisateurs coûtent 0. Le temps d'installation du droit à la prise, étant donné qu'il y a juste une borne à raccorder, il est relativement rapide. Ça dépendra de votre installateur. Côté infrastructure collective, puisqu'on doit créer notamment un point de livraison avec le gestionnaire de réseau de distribution. Ici, il y a des phases d'études de faisabilité qui sont parfois assez longs. Et donc là, il va falloir attendre minimum 8 mois pour avoir ce nouveau compteur. Et derrière, l'infrastructure collective est déployée par l'opérateur, généralement la même semaine ou la semaine suivante. Niveau mutualisation, le droit à la prise, lui, est individuel, donc il permettra de mettre très peu de bornes. Et côté infrastructure collective, il permet d'équiper jusqu'à 100% des places de stationnement en fonction des demandes. Pour ce qui est de la vision long terme, le droit à la prise est limité dans le temps, il est très peu évolutif.
vous avez beaucoup de limites en termes de puissance et de dimensionnement, là où côté infrastructure collective, comme évoqué, vous pouvez aller jusqu'à 100% des places de stationnement. Donc, c'est évolutif. Les opérateurs financent l'évolution de dimensionnement des installations. Donc, ça reste toujours à coût zéro pour la copropriété. Et côté facturation, droit à la prise, c'est le syndic qui se charge de cette tâche, là où dans le principe de l'opérateur, c'est justement d'effectuer la gestion avec une solution clé en main et donc de refacturer l'utilisateur en direct, au même titre que sur la fibre optique, par exemple, vous avez un prééquipement fait par un opérateur et derrière, chaque utilisateur va souscrire à son abonnement pour pouvoir bénéficier du service de l'infrastructure en question. Côté maintenance, sur le droit à la prise, c'est à la charge de l'utilisateur en cas de problème, là où sur une solution d'infrastructure collective et notamment opérateur, c'est pris en charge par l'opérateur puisque l'utilisateur va s'acquitter d'un abonnement de service qui va financer les maintenances collectives et les maintenances individuelles. Les solutions techniques opérateurs, donc pour notre part, on en a plusieurs qui vont être assez différentes mais similaires pour les sous-sols. Ici, les parkings en intérieur. On va créer un point de livraison dédié à la recharge de véhicules électriques afin de dissocier les consommations et la puissance soutirée des parties communes. Ensuite, ça permettra d'alimenter des tableaux électriques à chaque niveau du parking qui permettront ensuite de délivrer l'énergie vers chaque place de parking équipée pour les demandeurs. Il y a également un routeur qui est installé à côté de la porte de parking en intérieur pour pouvoir piloter les bornes à distance, notamment les redémarrer, faire des mises à jour, de la télémaintenance et aussi à l'utilisateur de piloter sa borne à distance. Et donc, ce que vous votez en assemblée générale et qui est préfinancé, c'est l'installation du compteur, des armoires électriques, du routeur et de tout le cheminement dans les parties communes, de façon à ce que dès que quelqu'un veut une borne de recharge, il n'a qu'à contacter l'opérateur en question pour pouvoir acheter sa borne, la faire installer et ensuite souscrire au service pour pouvoir l'utiliser. Ça permet ainsi d'avoir un dimensionnement sur mesure en fonction du parking, d'avoir une connectivité grâce au routeur. Pour notre part, on a une application qui s'appelle MyWatt qui vous permet de piloter votre borne de recharge à l'heure souhaitée pour pouvoir bénéficier notamment de tarifs en heure creuse. Et donc la partie collective, elle, est sans appel de fonds pour la copropriété puisque préfinancée soit par l'opérateur, soit par des tiers investisseurs tels que Logivolt Territoire. Parking extérieur, ces dernières années, il n'y avait pas de solution technique préfinancée puisque l'État avait des enveloppes très limitées en termes de subventions et les solutions en extérieur étaient très coûteuses, notamment en raison des travaux de terrassement. Depuis peu, on a développé et breveté une solution technique qui répond au cahier des charges des organismes de contrôle et également de certains organismes de financement. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir prééquiper avec un système hors sol. Il n'y a pas de travaux de terrassement, on pose un système de goulotte avec un câble Néobus qui permet ensuite de raccorder les bornes de recharge des demandeurs. Vous avez les schémas sous les yeux. Ici, comme pour le sous-sol, on crée un point de livraison. Ensuite, on fait le passage des câbles, cette fois-ci tout le long des places de parking, avec une goulotte carrossable par-dessus. Et ensuite, le raccordement des bornes de recharge de ceux qui le souhaitent, avec toujours le système d'abonnement pour pouvoir accéder à tout le panel de services d'assistance, de maintenance et d'application. Pour les étapes du projet, il y en a plusieurs. Il faut tout d'abord voter votre projet en assemblée générale à l'article 24. Ensuite, les opérateurs s'occupent de toutes les démarches pour les montages de dossiers de financement et pour aussi réaliser l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, notamment pour la création du compteur, le suivi, les visites techniques. Donc, montage du dossier, on va demander différentes pièces à votre syndic pour pouvoir effectuer ces démarches. Ensuite, on effectue la demande de raccordement auprès du gestionnaire de réseau de distribution. Donc, sur la majorité du territoire, c'est Enedis qui est gestionnaire de ce réseau-là et qui est en charge de créer ces compteurs-là. Ensuite, la visite technique réalisée avec Enedis, on reçoit leur devis pour la création du compteur. On envoie un dossier d'études et d'implantation pour validation du syndic et du conseil syndical, suivi ensuite de la pose du compteur par Enedis, puis de l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques par l'opérateur. Pour finir, il y a des vérifications qui sont effectuées par des organismes de contrôle afin de certifier la conformité de l'installation et leur certificat permettra ensuite d'effectuer la mise en service du point de livraison et donc des bornes de recharge. Et donc de bout en bout, à minima, il faut compter pour les projets les plus rapides environ 8-9 mois et parfois quand il y a des mesures externes compliquées, notamment des autorisations de voirie à obtenir pour pouvoir amener de l'énergie supplémentaire, du moins des plus gros câbles dans la copropriété,
il faut compter à peu près, on va dire, jusqu'à 18 mois pour les projets les plus longs. Ça, c'est lorsque Enedis va décréter, enfin, le gestionnaire de réseau de distribution va décréter que la colonne électrique de votre immeuble est sous-dimensionnée ou qu'il y a un départ à faire depuis la rue ou le poste de transformation le plus proche. Merci beaucoup, Nicolas. Maintenant, on va passer à, à Monsieur Kilik, Iwas Kilik, pour le réseau électrique auto. Bonsoir à tous. Alors, du coup, je vais présenter la société rapidement. Electromob, on est un installateur de bornes de recharge. On existe depuis 2018. On est basé en Île-de-France, à Moissy-Crémaillet, en Seine-et-Marne, pour être très précis. On a un modèle économique qui est propre à nous. On réalise nous-mêmes les installations sans sous-traitance. Je vais aborder un sujet qui est important et qui a été présenté par mon confrère tout à l'heure, c'est le cadre légal qui est connu effectivement du droit à la prise. Et les solutions collectives en copropriété viennent en complément, pas forcément en opposition. Alors on sait que les projets collectifs, ils sont importants parce que effectivement la présence d'un projet collectif permet au syndic de s'opposer au projet de droit à la prise. Mais surtout, la copropriété, elle vient mettre en place un cadre au déploiement des bornes de recharge. C'est ça qui est important, qu'on soit sur un modèle d'opérateur privé ou sur un modèle de réseau électrique auto. La copropriété a la main pour mettre un cadre sécuritaire et une certaine homogénéité dans l'installation de bornes de recharge dans la copropriété. Il est important ici de rappeler ce qu'est une colonne horizontale. Une colonne horizontale, c'est de la même manière où vous avez une colonne montante dans votre immeuble qui va desservir des compteurs Linky dans chaque appartement. Là, maintenant, vous avez une colonne qui est posée à l'horizontale, qui est posée dans l'ensemble des allées du parking et qui va permettre de desservir des compteurs Linky sur chaque place de parking. C'est Enedis qui déploie cette colonne. Enedis est le gestionnaire du réseau public en France majoritaire et il déploie une colonne qui va permettre d'assurer une puissance pour au moins 70% des places de parking. Cela concerne aussi bien les parkings intérieurs que les parkings extérieurs. Il y a une grande nouveauté et cela a permis aussi le déploiement des solutions collectives en copropriété depuis plusieurs années. Il y a des solutions de financement et de préfinancement de ces installations. Aujourd'hui, Enedis préfinance cette colonne horizontale, préfinance les travaux collectifs. Donc, dans les travaux collectifs, vous avez les travaux d'installation de la colonne en elle-même, vous avez les travaux de génie civil, les raccordements au réseau et vous avez aussi la mise à la terre de la colonne. La mise à la terre de la colonne qui va permettre la mise à la terre des bornes de recharge conformément à la norme NFC 1500. Ce qui est important ici à comprendre, c'est que la colonne est installée et on ne demande pas d'investissement de la copropriété. Il n'y a aucun budget collectif qui est voté en Assemblée générale. Tous ces travaux-là sont préfinancés par Enedis. La convention collective, la convention de préfinancement, vient financer ces travaux collectifs qui représentent un coût. Ce coût-là, c'est le copropriétaire qui le souhaite, qui installera un compteur Linky sur sa place de parking. Ce copropriétaire remboursera sous forme de quote-part cet investissement qui a été préfinancé par Enedis. Cette quote-part, par ailleurs, elle peut être, pour les premiers demandeurs, elle peut être quasiment nulle parce que Enedis va rétribuer une subvention qui est reçue, la prime à devenir, va la rétribuer aux premières dérivations individuelles. Notre rôle, nous, Electromob, c'est d'accompagner la copropriété dès le départ. Donc, dès le départ, on va prendre un mandat auprès de votre syndic pour mener toutes les démarches administratives auprès d'Enedis. On le fait gratuitement. On va accompagner la copropriété sur la première phase, qui est la phase étude. Enedis va mandater un bureau d'études qu'on va accompagner, et ce bureau d'études va mesurer la possibilité d'installer une colonne horizontale dans votre parking. Le bureau d'études envoie ensuite à Enedis ces éléments et Enedis va chiffrer cette colonne. Et cette colonne, ce chiffrage va donner lieu à l'obtention d'une convention, la fameuse convention
de préfinancement. Cette convention, on l'explique au syndic, on l'explique au conseil syndical et on participe en assemblée générale au vote de cette convention de préfinancement. Lorsque la convention de préfinancement est votée, je reviendrai sur cette slide tout à l'heure, mais simplement pour vous expliquer le déroulé. Une fois que cette convention de préfinancement est votée, nous nous occupons d'un recensement des copropriétaires. C'est très important, Enedis en a besoin de savoir parmi les copropriétaires dans la copropriété qui souhaitent, dans un premier temps, avoir un compteur Linky sur sa place de parking. Et pour ce faire, nous réalisons un recensement et ce recensement nous permet de faire la liste des dérivations individuelles et aussi, en parallèle, avoir la liste des copropriétaires qui souhaitent l'installation d'une borne de recharge. Une fois qu'on a tous ces éléments, on procède à la pose des éléments de type coffret et totem pour l'extérieur. Ces coffrets et totems qui vont permettre à Enedis d'installer le compteur Linky sur la place de parking. Et dans un deuxième temps, une fois qu'Enedis a fini ses travaux, on réalise la pose des bornes de recharge et on obtient les consuels pour la mise en service effective du compteur. Je vais vous expliquer par la suite ce qui est concrètement une colonne horizontale, concrètement ce qui est un réseau électrique auto. Donc vous avez une colonne qui est déployée dans toutes les allées du parking, dimensionnée pour 100% des places de parking. La puissance, elle, est dimensionnée pour au moins 70% des places de parking. Et vous avez des appareils qui sont communs, je veux dire, à Enedis, des appareils de coupure généraux, des appareils de distribution, des coffrets de distribution électrique. La slide d'après, c'est l'équipement dont a besoin un copropriétaire lorsqu'il est sur une place ouverte. Enedis va installer sur votre place de parking une platine composée d'un coupe-circuit, d'un compteur Linky et d'un disjoncteur de branchement. Ces équipements, Enedis demande, lorsqu'ils sont installés sur des places ouvertes, pas dans des box, mais lorsqu'ils sont installés sur des places ouvertes, qu'ils soient protégés par un coffret. Donc, le copropriétaire qui souhaite installer un compteur Linky sur sa place de parking depuis la colonne horizontale de sa copropriété, va devoir installer dans un premier temps le coffret. Donc nous, c'est vraiment la première étape qu'on réalise en copropriété. On vient poser ce coffret avant l'intervention d'Enedis. Je rappelle et je répète encore une fois, il n'est pas obligatoire dans les box. Certains copropriétaires le souhaitent, mais il n'est pas obligatoire dans les box. Il doit simplement, sur les places ouvertes, répondre à des normes K10. En fait, il doit être résistant au choc. Tout ce que demande Enedis. Au niveau de la borne de recharge, on a pris le pari de travailler, nous, avec une borne de recharge Haiger. L'avantage qu'elle a, je ne vais pas m'étayer dessus, mais c'est de pouvoir gérer la programmation heure pleine, heure creuse directement depuis le compteur Linky. Lorsqu'on fait l'installation de la borne de recharge, on ne fait pas seulement l'installation de la borne de recharge, on vient installer un tableau électrique dans lequel est raccordée la protection électrique de la borne de recharge. On vient mettre à la terre également l'installation électrique et on obtient un certificat de conformité qui s'appelle le consuel. D'accord ? Le consuel va vous permettre de mettre en service pour la première fois votre compteur. Pour les places qui sont dépourvues de murs ou de poteaux, ce qui existe dans des copropriétés, on a des cas tous les jours dans les sujets et dans les copropriétés qu'on traite. Dans les copropriétés qui sont pour les places de parking dépourvues de murs ou de poteaux, on installe un support mur-plafond spécifique pour justement pouvoir installer ce coffret et pouvoir installer également la borne de recharge qui va être raccordée à votre compteur Linky. Voilà un exemple d'équipement individuel. Dans une copropriété, vous avez représenté en vert sur la gauche ce qu'on appelle la dérivation individuelle. Donc, c'est le câble qui est raccordé depuis la colonne horizontale dans les allées du parking jusqu'à votre place de parking, donc qui va alimenter votre compteur Linky, pour vulgariser. Et depuis cette installation-là, on vient nous raccorder un tableau électrique depuis lequel est raccordée la borne de recharge. Le tout est mis à la terre pour être conforme à la norme NFC 1500. Je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui sur ce marché, il incite justement, il incite à vous prééquiper. Il existe des subventions. La prime à devenir vient prendre en charge
jusqu'à 8 000 euros de prime, hein, pour la solution collective. Et comment ça se répercute concrètement sur la colonne horizontale d'Enedis, sur le réseau électrique auto? Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Enedis va récupérer ces 50% sous forme de prime, et ces 50% sous forme de prime qui représentent en règle générale 8 000 euros, hein, le plafond de 8 000 euros, va être répercuté sur les premières dérivations individuelles. Donc les premiers copropriétaires qui le souhaitent, lorsqu'on fait le recensement, les premiers copropriétaires qui le souhaitent et qui souhaitent installer un compteur sur leur place de parking devront payer, vous l'avez compris, le coffret s'ils sont sur une place ouverte, devront également payer le coût de l'installation du compteur Linky sur leur place de parking, et devront également rembourser l'investissement qui a été réalisé par Enedis sous forme de code-part. Et c'est cette code-part qui peut être réduite grâce à l'obtention de la prime à devenir. Au niveau des solutions individuelles, comme pour mon confrère, il existe la prime à devenir qui va financer à hauteur de 50% jusqu'à un plafond de 600 euros l'installation de bornes de recharge. Il y a un taux de TVA réduit. Et puis, je ne sais pas si c'est acté ou pas encore, mais jusqu'à présent, jusqu'au 31 décembre 2025 au moins, il y a un crédit d'impôt de 500 euros pour l'installation de la borne de recharge. Donc, c'est en pourparlers. Ça a été a priori refusé par l'Assemblée nationale. On va voir ce que vont donner les pourparlers restants, mais a priori, ce crédit d'impôt va très certainement disparaître à la fin de l'année. Merci beaucoup, Monsieur Kim, pour votre présentation. Maintenant, on va passer aux exemples de projets réalisés. On va commencer par Watt. Tout à fait. Donc là, pour contextualiser, là j'ai voulu parler délai d'installation, délai de déploiement, également dimensionnement, et surtout vous montrer des exemples de ce à quoi ça ressemble. L'idée, c'est de démontrer voilà l'aspect sur mesure de cet équipement-là. Aujourd'hui, il y a des financements d'État, comme ça a été stipulé juste avant. Ces financements-là demandent à ce que votre parking, en termes de puissance, à la mise en service, l'installation doit garantir un raccordement de minimum 30% des places de parking sur cette installation-là. Au-delà, donc souvent il y a du surplus de puissance sur le PDL qui est installé, le nouveau compteur, mais il est dimensionné en fonction de vos places de parking selon des calculs savants qui ont été définis conjointement entre Enedis et des organismes d'État. Ici, dans notre cas de figure, donc on est sur un parking d'environ 190 places, au-dessus un PDL tarif jaune. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est un compteur qui va jusqu'à 250 kVA, là où sur des plus petits parkings, en dessous de 60 places, ce sont des points de livraison qu'on appelle C5, tarif bleu, qui ici plafonne à 36 kW de puissance. Pour ce projet-là, on avait initié une signature en septembre 2023. Ça avait été voté courant juin-juillet à peu près de cette même année. Le temps de récupérer les documents auprès du syndic, également le délai de contestation d'Assemblée générale qu'il y avait dessus et que le conseil syndical souhaitait appliquer. Signature du coup en septembre 2023, puis pose du compteur en juin 2024, le temps d'effectuer les différentes étapes qu'on a pu voir auparavant, avec les visites techniques, l'obtention du devis de la part du gestionnaire de réseau de distribution, paiement du devis. Et donc, dès la pose de ce compteur, le déploiement de l'infrastructure de recharge par l'opérateur sur la totalité du parking. Donc, dedans, il y a l'armoire électrique accompagnée d'une baie informatique qui permet l'acheminement de l'énergie, du moins de la dérivation de l'énergie vers les places de parking, et également la remontée de données de consommation de chacun, ainsi que le pilotage. Également la pose de chemin de câble dans la totalité des voies de circulation de ce parking. Et ensuite l'installation de bornes de recharge sur les places des demandeurs. Puis la souscription à l'abonnement de ceux qui le souhaitent. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des gens qui n'ont pas de véhicule électrique, mais qui sont opportunistes. Il y a des subventions d'État limitées dans le temps. Et donc l'idée, par exemple, chez Watt, c'est que vous puissiez acquérir une borne de recharge et souscrire plus tard à l'abonnement lorsque vous avez un véhicule électrique à recharger. Et donc là, quelques chiffres. Donc le point de livraison installé, c'était 250 kVA de puissance. Il y avait environ 250 mètres de chemin de câble à déployer. Il y avait 4 lots de tableaux divisionnaires et baies, parce qu'il y avait plusieurs niveaux de parking et un maillage assez large à assurer.
Au total, aujourd'hui, à date, donc depuis le déploiement de cette infrastructure, il y a 53 bornes de recharge qui ont été déployées sur ce projet et un total de 14 souscripteurs à l'abonnement de service, donc des utilisateurs quotidiens de cette infrastructure de recharge. Et donc, pour la petite anecdote ici, ils étaient tellement nombreux, on leur a proposé une commande groupée avec un tarif dégressif leur permettant ainsi de payer encore moins cher leur borne de recharge. Merci beaucoup, Nicolas. Euh, et pour finir, bah, on a Enedis. Pour... Oui, donc du coup, on va vous présenter quelques exemples de projets qui ont été raccordés du coup par Enedis. Donc le premier projet, c'est une copropriété à Orly. Donc là, on est dans le cadre d'une solution opérateur privé qui a été installée. Donc on est dans un parking intérieur avec environ 75 places sur 2 niveaux. Et il y avait déjà quelques places équipées avant la mise en service du point de livraison. Donc là, ce que vous voyez sur la première photo, c'est l'infrastructure collective qui a donc été installée par l'opérateur au niveau du plafond, qu'on appelle la colonne horizontale dans le jargon général des IRVE. On retrouve du coup la borne qui a été, donc là on est sur des places ouvertes, elle a été posée sur un poteau au niveau du parking pour permettre la recharge par les particuliers de leur voiture. Donc, nous, côté Enedis, le réseau il va s'arrêter du coup donc, au compteur qu'on voit en bas à droite, qui se situe potentiellement à l'entrée du parking généralement. Et ensuite, tout ce qui se passe derrière, c'est l'opérateur qui prend la main pour la partie infrastructure, bornes, dérivation, etc. Et donc, dans ce cas particulier, on avait installé 2 points de livraison de 36 kVA pour alimenter l'infrastructure. Après, je vous ai mis 2 exemples de réseaux électriques auto. Donc, on est plutôt resté sur des parkings intérieurs puisque globalement sur Paris, c'est quand même la grande majorité de ce qu'on a à raccorder. Donc là, on est sur un parking au Plessis-Robinson de 270 places avec des box. Donc, on a 46 copropriétaires qui nous avaient demandé donc, des dérivations individuelles immédiates, c'est-à-dire qu'ils voulaient tout de suite avoir un compteur Linky sur leur place. Et 25 personnes avaient installé également des bornes de recharge. Ici, on avait un mandataire qui avait été en relation sur ce dossier. Donc, vous voyez à peu près les différentes étapes qu'a suivi l'affaire. Depuis juin 2023, la demande à Enedis, le vote en Assemblée générale, l'envoi des devis, propositions de raccordement à l'été 2024 et en mars 2025, la mise en service des premiers compteurs. Concernant les coûts, donc là, on était sur un coût total entre 55 000 et 60 000 euros TTC, ce qui fait que ça représentait par copropriétaire environ 900 euros pour une place ouverte et 500 euros pour une place dans un box. Puisque la différence entre une place ouverte et une place dans un box, c'est que dans un box, vous n'êtes pas obligé d'installer une armoire de comptage, contrairement à une place ouverte où vous êtes obligé d'installer, comme on le voit en bas à droite, une armoire afin qu'on puisse mettre le compteur Linky notamment. Dans ces coûts, vous avez du coup donc, la partie infrastructure collective qui est concernée par la prime à devenir dans ces cas-là, qui là revenait à 0 euros pour les copropriétaires ayant demandé 9 kVA. Et vous avez également le coût de la dérivation individuelle qui, à l'époque, était à 228 euros avec le barème en vigueur. On a un deuxième exemple, du coup, donc un peu plus loin. Et cette fois-ci, vous avez bien la photo avec un parking avec uniquement des box. Donc, on est à Saint-Malo avec 120 places cette fois-ci. Donc, en novembre 2023, il y a la demande de la copropriété sur le portail raccordement, puis vote en Assemblée générale. Ensuite, on a eu l'accord de la partie Advenir en mai 2024, puisqu'il faut qu'Advenir nous fasse le retour sur la confirmation des montants avant qu'on puisse éditer l'offre de raccordement ou le devis. Ensuite, signature par le client. Et puis ensuite, travaux qui ont eu lieu en septembre avec une mise en service en novembre 2024.
Donc, dans ce cas-là, on n'a eu que 3 dérivations individuelles demandées au moment du raccordement d'infrastructures collectives. Il faut bien avoir en tête, c'est qu'il n'y a que les dérivations individuelles immédiates demandées qui sont éligibles à la prime à devenir sur l'infrastructure collective. Pour les demandes ultérieures, il n'y a plus de prime à devenir sur cette partie-là. Et donc là, en exemple, on était sur du coup un parking un peu moins gros, donc on est sur des coûts globaux un peu moins, entre 21 000 et 22 000 euros. Mais du coup, comme il y a moins aussi de copropriétaires, en coût par copropriétaire, on est dans le même ordre de grandeur que le parking d'avant, avec une quote-part à 432 euros, une dérivation individuelle à 228 euros. Et à cela, vous rajoutez, donc hors du périmètre d'Enedis, hein, la partie borne de recharge consuelle. Et donc, comme on est dans des box, pas besoin d'armoire de comptage dans ce type de configuration. Voilà pour les exemples. Ça marche. Merci beaucoup, Gwenilla. Ben, on a fini pour les présentations. On va passer aux questions-réponses. Je vais je vais d'abord prendre une question pour Enedis. Dans le cas d'un réseau électrique auto, donc solution Enedis, est-il possible pour un propriétaire de connecter une lampe pour éclairage, par exemple? Gwenilla. Oui, oui, le compteur Linky, après, il est installé avec une certaine puissance. Après, la question, ça va plutôt être la puissance qui sera raccordée derrière. Généralement, sur les équipements de parking, on est sur du 9 kVA au niveau du compteur Linky pour des bornes de recharge qui font 7,4 kW. Donc, en général, il y a un petit peu de place pour autre chose. Merci, Gonila. Une question pour Watt. Je pense que ben, c'est beaucoup plus pertinent d'expliquer votre rôle. Quel est l'intérêt de prendre Enedis seul ou Enedis plus Watt, par exemple? L'intérêt entre les deux? Oui. Alors, oui, alors le prendre Enedis seul, l'avantage, ça va être que l'utilisateur pourra choisir son installateur de borne, pourra choisir son fournisseur d'énergie. Pour ce qui est de la partie watt ou opérateur, l'intérêt, c'est que vous aurez surtout une notion servicielle. C'est-à-dire que dans tous les cas, ça permet de raccorder des véhicules. Dans tous les cas, vous pourrez les recharger. En revanche, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'une solution opérateur, c'est souvent moins coûteux à l'achat. Vous avez une solution de raccordement avec uniquement sur votre place de parking une borne de recharge. Un véhicule électrique, c'est relativement volumineux. Donc votre place sera restreinte si jamais vous avez d'autres équipements qui sont installés. Après, libre à vous de choisir une borne plus ou moins volumineuse aussi auprès de votre installateur. Ensuite, une solution opérateur, il faut savoir qu'un opérateur, ça gère des milliers de compteurs à échelle nationale, ce qui nous permet, nous, d'aller négocier des tarifs d'énergie souvent plus avantageux que le tarif réglementé, parce que c'est souvent indexé sur notre prix négocié auprès de notre fournisseur. Et sur la partie servicielle, l'utilisateur, il va s'acquitter d'un abonnement pour pouvoir utiliser sa borne de recharge, au même titre qu'un abonnement sur le compteur que vous allez poser dans la solution Enedis sur votre place de parking. Solution Enedis, vous allez avoir un compteur Linky. Comme à la maison, vous payez un abonnement annuel généralement pour accéder à l'électricité. Il me semble que l'abonnement le moins cher, il doit être aux alentours des 157 euros par an, je crois. Ça fait 15 euros et quelques par mois. Là où chez les opérateurs, vous payez en moyenne entre 14 et 16 euros par mois votre abonnement serviciel qui va couvrir les maintenances, l'entretien, souvent un service d'assistance aussi en cas de pépin, et également parfois, comme chez nous, une application qui permet de piloter votre borne à distance et donc de choisir votre tarif horaire de recharge. Merci beaucoup, Nicolas. Electromob. La question qui est posée, c'est en gros, Electromob, c'est en plus de la solution Enedis pour arriver à avoir la solution finale par place. Alors, oui, 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 pour répondre. Si on parle de solution finale par place, c'est d'avoir sa borne de recharge sur sa place de parking, oui. Encore une fois, comme expliqué tout à l'heure, il faut, pour les places ouvertes, l'installation d'un coffret sur votre place. Euh, il va falloir également faire installer cette borne de recharge. Et nous, Electromob, on s'inscrit pleinement dedans. C'est notre métier d'installer des bornes de recharge.
dans le cas de la colonne horizontale du réseau électrique auto, de les mettre à la terre et d'obtenir un consensuel qui vous servira d'activer, enfin, qui vous servira pour activer votre compteur la première fois. Je vais juste apporter une précision sur la question précédente à laquelle a répondu Enedis, c'est qu'est-ce qu'on a la possibilité de faire finalement avec un compteur dans notre box? Et vous avez la possibilité de tout faire finalement. Vous avez une arrivée électrique dans votre box ou sur votre place de parking qui sert en premier lieu à l'installation d'une borne de recharge, mais si vous pouvez, si vous en avez le besoin, vous pouvez également raccorder n'importe quel équipement électrique en respectant les normes évidemment, qui peut être une prise pour l'électrification du box, pardon, ou un luminaire, une LED pour apporter de la lumière dans vos box. Merci beaucoup. Je vais regrouper ces questions parce que je pense que c'est les mêmes. Pour Enedis, 70% des places, ok, mais combien de places équipées au minimum? Et c'est un peu la même question. Y a-t-il une limite pour l'installation opérateur privé? Euh, alors, ça dépend de quoi on parle. C'est-à-dire que sur l'équipement en soi du parking, il n'y a pas de minimum ni de maximum. Par contre, les 70%, ils vont intervenir dans le cadre du préfinancement. En fait, la loi demande à ce que pour être éligible au préfinancement, 70% des places du parking soient équipées. Donc, ça veut dire si vous avez 100 places dans votre copropriété, il faut à minima que la partie infrastructure collective arrive sur 70 places. Pour autant, cela ne veut pas dire que vous devez demander 70 dérivations immédiates. On parle bien de la partie infrastructure collective, donc colonne horizontale, c'est-à-dire la colonne que vous retrouvez au plafond au milieu du parking. C'est vraiment de cette partie-là dont on parle quand on dit les 70%. Et la partie opérateur privé, c'était quoi la question? Est-ce qu'il y a un minimum, c'est ça? Ou un Oui, maximum? c'est ça. Ouais. Non, pareil, pas de minimum ou de maximum. En fait, quand vous faites votre demande de raccordement, en fonction du nombre de places, il y a des calculs qui sont faits sur la puissance de raccordement. Et donc, en fonction de la puissance que cela va nécessiter, ça va conditionner si on a besoin de faire des travaux sur notre réseau ou pas. Mais il n'y a pas de minimum ni de maximum, que ce soit pour l'une ou l'autre des solutions. Ok, ça marche parfait. Les solutions par opérateur privé sont-elles adaptées à des parkings extérieurs de copropriété sans place individuelle, liées à un lot, mais des places mutualisées? Nicolas, si tu peux répondre. Oui, oui, oui. Alors là, je pense qu'on parle de places dites visiteurs ou non attribuées, des places Mm. communes. À prendre en compte que oui, il existe une solution technique qui s'appelle la borne partagée. Donc c'est des stations de charge, il y a des places de stationnement qui seront réservées à la recharge. À prendre en compte différents points. Ça, c'est pas financé à 100%, c'est-à-dire que c'est un coût pour la copropriété qui sera réparti en fonction des tantièmes de chacun. À prendre en compte également que cette solution technique-là, elle a ses limites. C'est du premier arrivé, premier servi. C'est-à-dire que le copropriétaire qui rentre tous les jours à 16 heures, il va se recharger à 16 heures. Celui qui arrive à 19 heures, je doute fortement que son voisin descende en pyjama en pleine nuit pour enlever sa voiture et permettre à son voisin de se brancher. Donc elle a ces limites-là. On est en mesure de la commercialiser, de la proposer. C'est des solutions qui vont osciller en termes de budget, généralement entre 12 000 et parfois ça peut monter jusqu'à 20 000 euros selon le type de borne choisie, selon la puissance souhaitée. Évidemment, le compteur aussi qui va être installé pour ces bornes de recharge-là va être dimensionné en fonction et donc plus c'est gros et plus ça coûte cher. Ça marche. Euh, N'hésitez pas si pour les autres intervenants, vous avez des réponses complémentaires. Une question, comment faire si la colonne horizontale ne peut pas alimenter tous les garages? Autrement dit, peut-on passer par un garage pour alimenter un autre garage? Pour nous ou pour Enedis Oui, Pro? oui, oui, oui. Oui, Monsieur Kili, on vous écoute. D'accord. Alors, la question, elle est un peu particulière. Je vais essayer de la comprendre. Euh, la question, c'était si on n'a pas la si on n'a pas si on a la possibilité de Attends. faire un parking plutôt qu'un autre. Oui, oui, Je ne oui. retrouve pas. Si vous pouvez simplement me la.
Comment faire si la colonne horizontale ne peut pas alimenter tous les garages? Autrement dit, peut-on passer par un garage pour alimenter un autre garage? Il y a vraiment deux notions qui sont ici importantes. La colonne horizontale, elle va desservir toutes les allées du parking. Donc techniquement, on peut raccorder 100% des places de parking. Les 70% dont on parlait tout à l'heure, effectivement, dans le cadre du préfinancement, c'est le dimensionnement de l'infrastructure. C'est le dimensionnement notamment en termes de puissance. Donc pour le préfinancement, il faut au moins 70% dimensionné pour 70% des places de parking. On ne peut pas raccorder, si je comprends la question, c'est est-ce qu'on peut passer par un garage pour en raccorder un autre? Ça pose une question ici de limite technique, c'est-à-dire que la colonne ne va pas enfin, ne va pas desservir tous les garages et qu'on n'aurait pas la possibilité d'y aller. Donc ce n'est pas possible. La colonne dessert vraiment 100% des places de parking. Et on ne va pas non plus, et vous êtes en copropriété, demander une servitude à un copropriétaire pour passer chez lui et réaliser la dérivation individuelle sur votre place de parking. J'espère avoir été clair sur cette réponse. Ok. Euh, qui de la solution armoire collective branchée sur compteur service commun et ensuite plusieurs bornes derrière avec petit compteur pour chaque borne pour que le syndic puisse facturer. Sorte de mix entre toit à la prise et infrastructure commune. Je, J'ai je- pas trop compris la question, mais je me permets de prendre la réponse, éventuellement si mon collègue, mon oui, confrère de là aussi oui, allez. a une réponse à apporter à ce sujet-là. Effectivement, nous, c'est une solution qu'on a. On a une autre solution. Là, on met en avant effectivement une solution euh, de colonne horizontale, de réseau électrique auto. Il existe aussi une solution totalement pertinente et qui répond à la réglementation. Il y avait une question tout à l'heure sur le dimensionnement des infrastructures de recharge collective. On se base sur le cahier des charges à venir. Voilà, il y a un minimum de puissance à avoir, il y a un cahier des charges à respecter. Et parfois, on peut se raccorder directement sur le compteur des services généraux parce que la puissance de réserve, la puissance qu'on doit allouer à l'infrastructure collective est suffisante. Dans ce cas-là, on va réaliser un prééquipement collectif qui consiste à déployer du chemin de câble, à installer des armoires, une ou plusieurs armoires, avec une solution de pilotage énergétique. Et cette armoire ou ces armoires sont raccordées depuis un compteur existant de la copropriété, un compteur des parties communes. On va mettre en place des sous-compteurs et effectivement, dans ce cas-là, il n'y a pas d'abonnement et la répartition des consommations se fait sur charge. Chaque copropriétaire, le copropriétaire qui a une borne de recharge, a une borne de recharge raccordée à l'armoire et dans cette armoire, il y a un compteur divisionnaire, un sous-compteur de type MID qui permet la refacturation des consommations d'électricité. C'est un cas particulier. On a aussi cette offre et c'est pas une offre dont on n'a pas abordé en tout cas le sujet lors de cette réunion. Merci, Monsieur Kilic. Je vais répondre juste à cette question-là. Et du coup, quel est l'intérêt d'intégrer l'IRVE au projet de rénovation dans le cadre de RP+. C'est le dispositif Éco-Rénovant Paris Plus de la ville de Paris. Du coup, il n'y a pas forcément un grand intérêt, mais c'est toujours bien d'avoir, vu que vous vous lancez comme dans un projet de rénovation énergétique globale dans le cadre de RP+, ben, c'est toujours l'occasion de proposer une solution, une solution en plus pour le projet. Après, la prochaine question, c'est où déjà? Est-ce qu'il y a des réglementations particulières sur la question de la sécurité? Enedis ou Monsieur Bidouille? J'imagine que ça porte sur la sécurité incendie. Oui. Donc, ouais. Alors, à ce jour, il y a différents types de copropriétés. Donc, il y a les copropriétés dites classiques, c'est celles où il n'y a rien à signaler. Il y a les ERP, établissements recevant du public, ou encore les IGH, c'est-à-dire les immeubles de grande hauteur. Il n'y a que ces deux derniers-là, ERP et IGH, qui bénéficient d'une réglementation spécifique, où quand on veut mettre des bornes de recharge, il faut qu'il y ait du sprinkler, il faut qu'il y ait des portes coupe-feu, il faut aussi délimiter des zones, avoir une distanciation spécifique entre chaque borne de recharge, et surtout qu'il y ait une notice de sécurité qui soit rédigée, validée en préfecture. Donc c'est des projets beaucoup, enfin on va dire très compliqués à mettre en place,
qui sont plus longs. Quand la copropriété ne respecte pas ces points incendies importants, ça peut être des coûts à engager pour pouvoir ensuite accueillir les bornes. En revanche, pour les copropriétés dites classiques, donc qui ne répondent pas à ces deux statuts, ERP et IGH, il n'y a pas de réglementation spécifique liée aux bornes de recharge, si ce n'est celle déjà existante. Une installation de recharge pour véhicules électriques, ça me permet aussi de rebondir. Quand vous faites valoir votre droit à la prise, le raccordement est un petit peu plus risqué lorsque c'est branché sur le compteur de l'immeuble, dû à ce sous-dimensionnement ou peut-être l'installateur par lequel vous passerez. Quand vous passez par un opérateur ou même une solution Enedis, il y a des bureaux de contrôle qui certifient tout ça. C'est des gens dont c'est le métier. Il y a des études poussées qui sont menées en amont. Le raccordement d'une infrastructure dédiée à la recharge, vous êtes sûr d'avoir une installation robuste et dimensionnée pour ça. Le risque incendie en lui-même vient pas de l'installation collective ou de la borne. Le risque viendrait potentiellement du véhicule, sachant qu'un véhicule électrique prend moins feu qu'un véhicule thermique. Le risque, c'est que le véhicule électrique, on ne sait pas l'éteindre. Et c'est pas parce qu'il est en charge qu'il prend feu. Souvent, il n'est pas en charge quand il prendra feu, mais c'est surtout que votre batterie est endommagée. Il y a eu un choc sur votre véhicule, vaut mieux le faire réviser, vérifier qu'il n'y ait pas de dommages dessus, de manière à ce qu'il n'y ait pas de risque, ou du moins de le diminuer. Ok, parfait. Merci beaucoup. Il y a une question, du coup, comment on peut vous contacter? Enedis, Watt, Electromob? Alors, côté Enedis, je vais commencer. Oui. Donc, côté Enedis, on ne l'a pas laissé, je crois, dans la dernière slide de la présentation. Mais vous pouvez taper sur le site enedis.fr IRVE ou raccordement de borne de recharge, vous allez tomber sur notre site internet. On a également une adresse mail dédiée aux questions IRVE en résidentiel collectif. Et on a également un numéro de téléphone dédié. Donc peut-être que ça, je pourrais vous les transmettre a posteriori pour que vous puissiez les communiquer dans le compte-rendu de la réunion. Mm. Ok, ça Oui. marche. D'accord. Et sinon, sur une demande de raccordement, bah, vous pouvez passer par le portail raccordement d'Enedis, pareil, qui se trouve sur les moteurs de recherche. Nicolas, Watt. Oui, pour notre part, vous pouvez accéder directement à notre site internet. Il y a tout un tas de sujets. Si vous voulez des renseignements, il y a une FAQ également qui est alimentée en fonction des questions qu'on reçoit régulièrement par les clients ou les intéressés. Vous pouvez aussi remplir un formulaire pour être contacté ou sinon, sous vos yeux, vous avez mes coordonnées directement. Si vous voulez me passer un coup de fil ou m'envoyer un mail, avec grand plaisir pour échanger. Parfait. Euh, Monsieur Killy. Alors, de la même manière, un site internet détaillé avec un formulaire que vous allez pouvoir compléter. Sinon, on a un service dédié, un service de copropriété dédié qui maîtrise hein, les tenants et les aboutissants du réseau électrique auto et d'autres solutions également en copropriété. Cette adresse dédiée est copro@electro-mob.com et vous pouvez également nous appeler, demander le service commercial et vous tomberez sur les bons interlocuteurs. Parfait. Merci beaucoup pour vos contacts. Effectivement, ben, pour rappel, cette présentation sera envoyée à tous les participants euh, à la fin de la présentation. Peut-être pas à la fin, mais dans cette semaine en tout cas. Il y a une question, du coup, je vais lire. C'est assez long. Je suis un petit rouleur de l'ordre de 7 000 à 10 000 km annuels, essentiellement pour des trajets Paris-Province. Sur Paris, je n'utilise pas mon véhicule. J'envisage de passer à un véhicule électrique, mais compte tenu de ma pratique, je n'envisage pas un recours à une borne électrique sur ma place de parking dans ma copropriété. Je privilégie donc l'installation d'une prise renforcée. Ma copropriété a procédé à l'installation de l'infrastructure de recharge, mais dans la seule optique d'utilisation de bornes de recharge. Dans ce contexte, comment installer ma prise renforcée sans passer par une boîte et un compteur Linky, sachant que des compteurs individuels peuvent être installés sur la prise renforcée? Alors, j'essaye d'y voir un peu plus clair. Peut-être, Nicolas, que tu pourras m'aider dessus. J'arrive pas à comprendre si c'est une solution de type opérateur qui a été mise en place dans la copropriété ou une solution de type réseau électrique auto. Je vais répondre sur la partie réseau électrique auto et si jamais ça concernait
une partie type opérateur, je te laisserai apporter la réponse. On peut installer une prise renforcée, comme je le disais tout à l'heure, si vous avez un compteur Linky sur votre place de parking, vous avez finalement une arrivée électrique sur votre place de parking. Alors, il est vrai qu'elle est dédiée, pas dédiée, mais commercialisée et mise en avant pour l'IRVE, pour les bornes de recharge. Vous pouvez, je l'ai abordé tout à l'heure, vous pouvez y raccorder une prise, une lumière ou aussi une prise renforcée. Donc, vous allez pouvoir accorder une prise renforcée sur cette solution-là. Après, si c'est une infrastructure collective d'un opérateur, je laisse Nicolas apporter la réponse. Merci. Oui, alors la prise de renforcée en soi, oui, elle est raccordable. Après, il faut tenir compte que depuis quelques années, la prise renforcée, la prise Green Up, c'est souvent celle qui est utilisée sur le marché, elle n'est plus éligible au financement d'État. Résultat, comparé à une borne de recharge plus puissante, vous allez souvent payer plus cher pour une prise qui sera moins puissante et donc sur le long terme, si jamais un jour vous avez des habitudes de consommation un peu plus soutenues ou alors un véhicule plus gourmand à recharger, votre prise sera insuffisante pour finalement un budget plus élevé que quelque chose de plus performant. Sachant qu'après, sur les bornes de recharge avec une prise T2, une prise de véhicule électrique, vous pouvez y brancher un adaptateur pour brancher une prise secteur. En soi, ça serait plus judicieux de prendre une borne de recharge digne de ce nom. Par contre, oui, raccorder une prise renforcée, c'est tout à fait possible. En revanche, il faut savoir qu'il n'y aura pas ces financements publics. Merci beaucoup. Euh, Si on a déjà un opérateur privé, peut-on demander à Enedis de s'installer en plus pour laisser le choix aux copropriétaires? Alors, ça va dépendre de la... Alors, si la convention qui a été signée avec l'opérateur, elle est encore en vigueur ou pas. Et ce qu'il y a écrit dans la convention qui a été rédigée par l'opérateur, je peux laisser Watt compléter, mais s'il y a des clauses d'exclusivité dans le contrat, non, ce n'est pas possible. S'il n'y a pas de clause d'exclusivité, oui, vous pouvez demander à Enedis l'étude d'un réseau électrique auto dans le parking. C'est ça. Euh, En fait, très, très souvent, vous avez un prééquipement, excusez-moi, vous avez un oui. prééquipement qui va être fait par votre opérateur. Dans la majorité des cas, notamment parce qu'il y a des financements octroyés par l'État, l'État ne va octroyer qu'une seule subvention collective par copropriété. Ils vont se référer notamment dans le dossier au numéro d'immatriculation de votre copropriété, ou alors à son adresse postale pour vérifier si le financement a déjà été versé. Si vous avez du coup déjà une installation collective qui a été faite par un opérateur, des seconds travaux, alors moi je ne connais pas d'opérateur qui irait faire une préinstallation supplémentaire, sachant que c'est une question de rentabilité, de potentiel, et ensuite pour Réseau électrique auto et Enedis, vous ne pourrez bénéficier du rabais de la prime à devenir sur la partie collective. Et donc ça serait votre quote-part qui s'enverrait complète à la charge du copropriétaire intéressé. Merci beaucoup, Nicolas. Il y a La des cas, je question. me permets simplement, hein, mais il faut Oui. pour mettre en contexte, il y a aussi des cas où il y a des conventions qui avaient été votées, mais simplement des conventions de principe avec des opérateurs il y a plusieurs années et qui n'ont pas donné lieu à une réalisation concrète dans la copropriété. Donc, pas d'installation d'équipements collectifs, pas d'installation d'infrastructures collectives. Donc, si la question était aussi à ce sujet-là, si on a déjà signé une convention, mais qu'il n'y a pas eu de réalisation, ce qui est parfois le cas, il y a effectivement la possibilité d'aller sur une solution de type réseau électrique auto tout en bénéficiant des aides à venir parce que la convention d'origine n'a pas été transformée. Merci beaucoup pour ces compléments de réponse. La tarification du compteur Linky dans un box implique-t-elle les frais d'abonnement individuels en plus du coût de la consommation d'électricité? Oui. Je- I- Alors, en fait, quand vous ajoutez du coup un compteur Linky dans votre place de parking, on crée ce qu'on appelle un nouveau point de livraison. Donc, un nouveau point de livraison, il faut souscrire auprès d'un fournisseur de votre choix. Et donc, il y aura un abonnement avec le tarif proposé par le fournisseur, mais il s'agit bien d'un deuxième compteur que vous avez et pas d'un compteur rattaché à votre appartement. Merci, Cornelia.
Écoute, on va prendre trois dernières questions. Euh, Est-il possible d'installer une borne collective sur parking extérieur? Je vais apporter la réponse. Nicolas l'a apporté déjà tout à l'heure. Oui, il y a la possibilité de l'installer. Il y a une étude à faire, mais ça aussi bien, enfin, nos deux entreprises ont la capacité de le faire. On parle de bornes partagées cette fois-ci. Euh, les bornes partagées nécessitent une place partagée, déjà une ou plusieurs places partagées. Et il y a une solution d'abonnement, hein, de gestion des consommations qui vient dessus, mais oui, c'est possible. Après, tout est une question de technique et d'où alimenter justement cette borne partagée. Ok, parfait. Il y a aussi la question sur les coûts, les abonnements, etc. Euh, les, les coûts sont en fait chaque projet est individuel, chaque projet est différent les uns par rapport aux autres. Du coup, ça c'est à voir directement auprès des opérateurs ou auprès des métiers également. La prochaine question, les trois dernières questions, c'est quelle solution préconisez-vous pour l'installation de quelques bornes pour vélos électriques dans un petit espace fermé de la copropriété? Est-ce intéressant plutôt qu'une recharge dans son propre appartement, sachant que les batteries ne sont pas très lourdes? Nicolas? Alors Oui, c'est non, un sujet qui est un petit peu, alors qui est un tout petit peu hors contexte parce qu'on parle de la recharge des véhicules électriques et pas de la recharge des vélos électriques. Alors après, je sais qu'il existe des solutions de bornes de recharge pour vélos électriques. C'est des choses qu'on voit en entreprise notamment. C'est pas les mêmes, simplement pour résumer, c'est pas les mêmes besoins en termes de puissance. Nicolas a dit quelque chose d'assez intéressant tout à l'heure, et c'est vrai, hein, une borne de recharge monophasée en copropriété pour recharger un véhicule électrique, c'est 7,4 kW. C'est un besoin de recharge, un besoin de puissance qui est assez important et qui nécessite une infrastructure collective, une puissance collective, un dimensionnement de cette infrastructure collective suffisant pour répondre aux besoins de recharge en copropriété. En ce qui concerne un vélo électrique se branche sur une prise de courant traditionnelle qui ne dépassera jamais 8 à 10 ampères. Donc 8 à 10 ampères, on est entre 1,8 kg et 2 kg sur un temps de recharge qui est bien moins important. Donc je ne suis pas expert de la question, pour être totalement honnête avec vous, et je n'aurai pas cette prétention de vous apporter une réponse sur ce sujet-là. Mais il me semble voilà, qu'il y a deux choses à opposer, c'est le véhicule électrique et la puissance dont il a besoin pour recharger une batterie de plusieurs dizaines de kilowattheures, et un vélo électrique qui a une plus petite batterie, qui a un plus petit besoin de recharge. Merci beaucoup. La dernière question, euh, on va se laisser. Lorsque les bornes sont installées, mais la mise en service n'est pas encore effectuée, si cette mise en service a lieu en 2026, bénéficiera-t-on de la prime à venir ainsi que du crédit d'impôt pour la borne? Sujet Nicolas, important. Sujet important, en fait, il y a deux sujets. Il y a deux sujets ici. Il y a le sujet de la prime à devenir et le sujet du crédit d'impôt. Nicolas, on se partage. La prime à devenir, je vais aborder la prime à devenir. Je te laisserai aborder le sujet du crédit d'impôt qui est un peu incertain en ce moment. Mais la prime à oui. devenir est montée par votre installateur de bornes de recharge, opérateur, installateur de bornes. La prime à devenir est montée avant l'installation de votre borne de recharge. Et la prime à devenir est versée sous condition de justificatif. Ces justificatifs, c'est notamment une facture d'installation. Donc, si votre installation de borne de recharge a été réalisée, si la borne a effectivement été installée et que votre installateur a procédé à sa facturation, eh bien, il dispose de tous les éléments pour pouvoir compléter la demande de prime à devenir. Bon, il faut une facture, une photo une attestation de prime signée. Il y a un autre sujet qui est important et on se doit, je pense, en tant que professionnel de l'installation de bornes de recharge, de vous en parler, c'est le crédit d'impôt. Tout à fait. Crédit d'impôt ou CIBRE. Ce crédit d'impôt-là, il existe depuis un certain nombre d'années. Il faut savoir que lors d'une des lois de finances qu'il a établi,
Il a été mis en place pour une durée déterminée, dont la fin est au 31/12 de cette année, 31 décembre. Je sais qu'il y avait une discussion au gouvernement pour pouvoir voir si on le reconduisait ou s'il cessait une bonne fois pour toutes. Donc la prochaine loi de finances le dira. Mais à savoir que pour ces bornes-là, du moins celles qui sont déjà achetées ou installées, il faut une facture à acquitter avant le 31/12 de cette année pour pouvoir bénéficier de ce crédit d'impôt lors de votre prochaine déclaration. Donc c'est une démarche à faire par vos soins. Je sais que chez Watt ou même certains opérateurs, vous avez des conseillers qui sont là pour vous accompagner et vous indiquer notamment les cases à cocher. On vous fournit les documents qu'il faut pour pouvoir justifier si jamais l'État vous demande les justificatifs en question. Et donc ensuite, ce sera une rétribution sans condition de revenu. Il faut que ce soit un équipement installé sur votre résidence principale et ou secondaire pour pouvoir bénéficier de ce crédit d'impôt de 500 euros. Parfait. Merci beaucoup. Une dernière question sur la route. Quand on contractualise avec un opérateur que la copro est propriétaire des installations, pourra-t-on rétrocéder l'installation collective à Enedis à l'issue du contrat, comme on a pu rétrocéder à l'époque les colonnes montantes de distribution des appartements dans la résidence? Alors, aujourd'hui, non, ce n'est pas prévu, parce qu'il s'agit d'une installation qui est régie par la norme C1500 et qui, du coup, ne répond pas à la partie réseau Enedis. Donc, aujourd'hui, si le cas devait se produire, non, il faudra, si les personnes veulent le réseau public dans la partie parking, il faudra leur refaire une demande, mais on ne pourra pas reprendre telle quelle l'installation qui a été réalisée par l'opérateur. Parfait. Merci beaucoup. On a fini notre rendez-vous CoPro. Merci beaucoup à tous les intervenants. Merci beaucoup, Monsieur Kilik. Merci beaucoup, Monsieur Bédoué. Merci beaucoup, Madame Malé. Et merci beaucoup à tous les participants à ce rendez-vous collectif. Et merci beaucoup à Lucas. Bonne soirée à tous et à tous. Et à la prochaine. Bonne soirée.